Donc, nous allons parler de l'impact des nouveaux usages sur la communication et notamment sur la création des campagnes. L'idée ici est de vous exposer. Alors, hop, il faut que je mette sur le diaporama. Non, excusez-moi. L'idée ici est de vous exposer une réflexion qu'on a depuis pas mal de temps sur justement la manière dont on travaille sur les campagnes pour le compte de nos clients, des annonceurs. Et l'émergence des nouveaux usages nous a obligés régulièrement à se remettre en question et surtout à constamment se réorganiser, nous, dans notre structure, mais également dans nos méthodes. Et donc, ce que je vais vous exposer, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est éprouvé dans tous les sens. C'est un sens de réflexion et qui vise à poser de nouvelles bases quand on se met à réfléchir sa stratégie de communication ou tout simplement la conception de ces campagnes. Donc, le premier élément qu'on va aborder ensemble, c'est l'effet marquant. Je ne vais pas en citer 1000, mais je vais essayer d'avoir un cheminement un peu logique pour vous emmener dans notre réflexion. Donc, le premier fait marquant, c'est qu'en 2020, pour la première fois, le numérique a capté plus de la moitié des investissements publicitaires. On est en train de parler de 55%, mais ce qui est surtout marquant, c'est qu'en 2010, ça ne représentait qu'à peine 5%. Donc, il y a une montée en puissance extrêmement rapide. Évidemment, tout le monde le sent dans son quotidien, mais également tous les gens qui travaillent dans le marketing l'ont senti. Mais on est en train de vivre une bascule. Et a priori, ça n'est pas prêt de s'arrêter. Sur l'ensemble de ces investissements, 80% sont faits sur le search, donc principalement en France, l'AdWords, Google, et le social, donc les réseaux sociaux de manière générale. Le poids du display, le display donc, qui est un peu la manière de communiquer sur le web de la même manière qu'on communiquerait en affichage ou en presse, ne cesse de diminuer. C'était la grande majorité des investissements dans le numérique il y a 10 ans. Et aujourd'hui, ça va, à mon sens, bientôt disparaître. Et c'est le social qui progresse le plus vite. Donc, la montée en puissance du social, elle s'explique par le succès des réseaux sociaux. Donc, là, je ne vais rien vous apprendre au niveau sociologique. Mais par contre, c'est intéressant de comprendre pourquoi est-ce que les investissements publicitaires se sont concentrés sur ces carrefours d'audience et qu'est-ce qui fait le succès de ces carrefours d'audience. En fait, toutes ces entreprises, donc principalement de la Silicon Valley, on met en place des stratégies de conquête de notre attention et elles ont vraiment été efficaces. En fait, on appelle ça la ruée vers l'or gris. Et il y a des préceptes dont je vous en ai extrait 3, qui est le premier de réussir à solliciter notre attention. Donc ça, c'est schématiquement augmenter le temps d'écran de la population. L'avènement des notifications sur votre téléphone mobile, typiquement, c'est exactement dans ce but-là que ça a été mis en place. Retenir votre attention, donc capter un maximum de ce temps d'écran. Donc là, il y a une véritable bataille entre Facebook, entre Google, entre Apple, entre toutes les plateformes qui vont vous proposer, entre YouTube, toutes les plateformes qui vont vous proposer du contenu et qui vont essayer de vous retenir le plus longtemps possible. Et là, on est en train de parler des algorithmes de proposition de contenu qui vont vous servir à chaque fois ce que vous avez envie de voir pour vous retenir le plus longtemps possible. Et après, il y a un troisième précepte qui est le nourrir votre attention. C'est d'accélérer votre consommation de contenu. En gros, si vous avez 1 heure à consacrer à un réseau social, pendant cette heure, le réseau social va essayer de vous envoyer un nombre d'informations, le maximum d'informations que votre cerveau est capable d'assimiler. Donc évidemment, je ne vais pas rentrer dans toute
jugement sociologique, puisqu'il y a énormément de choses à dire par rapport à ça, la dimension éthique, par rapport à l'audience, etc. Je ne vais pas du tout rentrer là-dedans, je vais surtout rentrer dans la dimension marketing et l'utilisation des réseaux sociaux, en tout cas l'impact que les réseaux sociaux ont sur l'audience. Donc aujourd'hui, le résultat, et c'est une photographie, c'est 6 Français sur 10 qui se connectent quotidiennement sur les réseaux sociaux et ils restent en moyenne plus d'1 heure. C'est énorme, c'est du temps de cerveau qui est monumental. On n'est pas en train de parler d'Internet, hein, ni d'écran. On est vraiment en train de parler de réseaux sociaux, c'est-à-dire le temps passé sur des plateformes comme Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Pinterest et évidemment Instagram. Donc là, il y a une diversité de l'offre évidemment qui s'est opérée puisque tout a commencé avec Facebook, et toutes les plateformes ont commencé à développer des services et commencé à essayer de se différencier les unes par rapport aux autres. Et du coup, il y a une segmentation qui s'est opérée. C'est-à-dire qu'il y a des services qui ont plus plu aux jeunes, il y a des services qui ont plus plu aux professionnels. Et là, en fait, toutes ces plateformes se partagent aujourd'hui un gâteau et se bataillent pour capter notre attention. Donc aujourd'hui, l'impact des réseaux sociaux est tellement énorme qu'elles ont produit des effets sur notre audience. Et notamment sur leur comportement et la manière de se confronter à nos messages et à l'information qu'on leur descend. Donc cette montée en puissance, dans cette présentation, c'est vraiment pris comme un marqueur d'un énorme changement. Et évidemment, il est extrêmement important, et c'est un peu l'objet de cette présentation, de rentrer dans la compréhension de ces comportements et quelle est la tendance de leur évolution pour finalement adresser nos objectifs qui est de mettre en place des stratégies de communication efficaces. Donc, on va parler des effets sur l'audience et essayer de comprendre ou au moins admettre quelques éléments. Donc, un des effets qui est dramatique pour les annonceurs, je dirais, qui restent sur des méthodes un petit peu anciennes, c'est que la durée de vie des messages aujourd'hui ne dépasse pas plus d'1 semaine. Donc là, il faut comprendre que, personnellement, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le milieu de la communication. J'ai fait mes études là-dedans. Et les stratégies de communication qu'on nous mettait en place, en tout cas les schémas qu'on nous mettait en place, c'était quelque chose d'installé dans le long terme, des messages de marque, des positionnements de marque, des signatures. Et par-dessus tout ça, essayer de construire des messages de communication, des campagnes. Et j'appelle ça l'époque des grands médias. Parce qu'à cette époque, justement, il n'y avait que les grands médias. On parlait de médias hors médias même, à cette époque. Et les messages que les marques diffusaient arrivaient à résister plusieurs mois. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'au fur et à mesure qu'on scrolle sur nos écrans, les informations recouvrent une information recouvre la précédente, etc., etc. Et ça n'a pas de fin. Et surtout, on le fait de manière de plus en plus rapide. Donc, je pense même que demain, l'intégration des marques dans ce flux d'informations, aujourd'hui, on le calcule approximativement à 1 semaine sur la durée de vie du message, mais je pense que encore demain, on ne parlera plus que quelques jours de survie. C'est-à-dire même quelque chose qui vous aura choqué, impacté à un instant T, 2-3 jours après, finalement, sera recouvert par quelque chose d'aussi impactant, d'aussi choquant, etc., etc. Et que c'est en fait la stratégie des réseaux sociaux, leur stratégie de remontée d'informations vers vous qui produit cet effet. Donc là, je suis en train de parler de la consultation des réseaux sociaux, mais il faut comprendre que ça impacte le comportement global de notre audience. C'est-à-dire qu'il se passe quasiment la même chose quand on se trouve devant une affiche ou qu'on se trouve devant une pub télé. C'est-à-dire que le recouvrement du message est extrêmement rapide. L'effet 2,
c'est la nécessité, et tous ceux qui travaillent dans le marketing l'ont senti ces dernières années, de créer un flux régulier vers l'audience en adoptant ces pratiques. Alors, je vais préciser un petit peu ça. C'est en gros, tout le monde est allé vers les réseaux sociaux, tout le monde est allé sur Facebook, donc toutes les marques se sont précipitées sur Facebook de manière à être présent là où l'audience était présente. À une époque, on organisait donc les communications en campagne, et maintenant, toutes les marques se sentent forcées, et à raison, hein, de créer un flux constant et régulier avec leur audience et d'être en contact avec eux pour avoir l'espoir de créer un lien et de pouvoir gérer leur réputation. Parce que ça, c'est une nouvelle idée qui est arrivée avec les réseaux sociaux, c'est de gérer sa réputation en direct. Et du coup, toutes les marques, toutes les organisations ont dû s'éduquer à être présents sur ces plateformes sociales. Et évidemment, ce n'est plus un travail qui est de mission, de création d'une campagne, de sa diffusion, et après ça retombe, et puis finalement on se concentre sur la prochaine mission. C'est vraiment un travail extrêmement régulier, extrêmement constant, et un travail de fond. Le troisième des effets, c'est la manière dont les marques doivent se comporter. Et aujourd'hui, les postures de marque ne comptent plus. C'est-à-dire que vous aurez beau dire à quelqu'un que vous êtes comme ci, comme ça, tant que vous n'avez pas agi et agi dans le temps, votre interlocuteur aura tendance à vous dire « Ouais, mais ce que tu me racontes là, c'est de la com ». Donc, la réputation des marques avant se construisait dans l'accumulation d'actions de communication. C'est-à-dire que plus on prenait la parole et plus on accumulait en fait des positionnements, des, des éléments un petit peu statutaires, plus on exprimait sa posture et plus ça construisait ce qu'on appelait le capital marque. Mais aujourd'hui, le capital marque, il est entaché par ce qu'on a le critère de crédibilité. Et là, la crédibilité s'appuie sur une relation beaucoup plus étendue dans le temps. Et la plupart des clients, des prospects, des leads, en gros, de chacun de nos contacts, vont tendance à dire ah, « Ok, très bien, je veux bien accepter que ta marque est comme ça, mais qu'est-ce que tu m'apportes à moi ou à ma communauté? Qu'est-ce que tu fais de bien pour moi et pour ma communauté ?» Il y a quasiment une notion de service qui se dégage de cette attente. Et là, je parle pour les marques de dimension moyenne, mais aussi également pour les grandes marques très installées qui ont dû bouleverser leur manière d'avancer leur stratégie de communication. Donc, à partir de ces trois effets, qui sont vraiment fondamentaux, hein, on a chez 76 donc beaucoup réfléchi et on a établi des nouvelles notions. Et ces notions ne sont pas des préceptes opérationnels, loin de là, mais c'est des éléments qu'on garde en tête quand on travaille sur des campagnes. Et au moins, c'est un prisme d'évaluation de savoir est-ce que les créations qu'on produit, est-ce que les déploiements qu'on propose sont pertinents par rapport à nouveau comportement des cibles. Donc là, je vais vous partager une conception, une conviction plutôt. C'est que si hier, on concevait une campagne grand média pour établir un message et qu'on le déclinait sur les autres supports, demain, on créera des concepts sociaux qui marcheront dans une dimension sociale. Et finalement, si elles ont du succès socialement, on finira par activer des grands médias pour les appuyer. Donc, pour moi, il y a véritablement un inversement des critères de conception des campagnes de publicité, des campagnes de communication. Donc, la première notion que j'aimerais partager avec vous, c'est ce que j'appelle le passage du discours à l'influence. Ce que me déclarera une marque a moins d'impact que ce que me dira une personne que j'estime. Donc ça, c'est le grand truc de l'influence, c'est le grand truc des réseaux sociaux, mais fondamentalement, ça relègue la marque à une position qu'elle n'avait pas il y a encore 10 ans.
Donc, l'usage massif des réseaux sociaux nous fait passer de l'ère du discours à celle de l'influence. Là, je parle nous, quand je dis nous, c'est les marques. Donc, on doit tous prendre ce passage comme un changement des attentes de l'audience. Donc, c'est ce que je disais. Elles n'attendent plus d'une marque de leur dire « je suis belle, je suis intéressante ». Elle attend des marques d'installer quelque chose de beaucoup plus durable. Et vous avez très régulièrement entendu oui, ça c'est de la com, ça c'est de la com, ça c'est de la com. C'est-à-dire que l'éducation de nos cibles est telle aujourd'hui qu'ils ne sont plus dupes sur le fait que faire de la communication, la démarche de communication, ça peut être bullshit. Et je dirais que même presque les politiques et nos élites de manière générale en subissent les conséquences. C'est-à-dire que toutes leurs démarches de communication aujourd'hui sont remises en question. Donc cette relation plus durable, elle s'appuie sur quelque chose qui est que, évidemment, créer un message et le presser fortement au niveau médiatique n'est plus suffisant. Alors, quand je dis n'est plus suffisant, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une démarche de notoriété, évidemment, c'est extrêmement efficace. Il n'y a pas de souci. Quand vous avez quelque chose à dire, quand vous avez besoin de lancer quelque chose, évidemment, presser fortement au niveau médiatique et faire de gros achats d'espace, ça marche très bien. Mais il faut savoir qu'il faut rapidement passer à autre chose derrière. Et aujourd'hui, il faut installer quelque chose installer quelque chose et le gérer sur un terme beaucoup plus long. Et on parle aujourd'hui d'installer une relation. En fait, aujourd'hui, chaque point de contact avec votre site, vous devez le prendre comme une occasion d'engager une conversation. Et c'est à partir de ce moment-là, à partir du moment où votre audience a accepté de rentrer dans la relation avec vous, de passer à une action X ou Y, c'est là qu'elle va commencer à vous évaluer. Parce que avant, quand on générait un lead, entre guillemets, la communication, l'objectif de communication était rempli. Aujourd'hui, on ne peut plus s'arrêter là. Parce qu'à partir du moment où elle rentre en communication avec vous, elle rentre en relation avec vous, là, c'est maintenant qu'elle va commencer à évaluer. Et elle va le faire à travers ces outils et quelquefois même sur le même média. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple, vous allez faire une communication, vous allez entamer une campagne sur Instagram. Ça va bien se passer ou mal se passer, la question n'est pas là, mais la réaction de votre audience va se faire également sur Instagram. Donc, à côté de votre campagne de communication. Donc, c'est le contenu de cette... Aujourd'hui, toutes les marques qui affichent un décalage entre leur discours et leur comportement, ou qui tout simplement n'accompagnent pas correctement la réalité de l'expérience de leurs clients, elles subissent des assauts sociaux. Donc, l'expérience se traduit à... Et c'est dingue, hein, mais les assauts sociaux, c'est des réactions émotionnelles à des actions, entre guillemets, corporate. C'est-à-dire que pour une organisation, gérer ça, c'est extrêmement compliqué. Et tout le monde l'a senti ces dernières années. Tous les gens qui travaillent dans le marketing ont été un peu perdus dans la manière d'appréhender. Donc, il y a un élément qui peut minimiser les impacts négatifs et maximiser les impacts positifs. C'est qu'aujourd'hui, la conception des campagnes ne plus la faire indépendamment de la conception de l'expérience promise. C'est-à-dire que quand vous vous mettez à communiquer sur un produit, il faut vraiment s'assurer que le produit remplit la promesse de la communication. Ça a l'air de rien comme ça, mais pendant toute une époque, on n'hésitait pas en fait à désynchroniser le discours, à en faire trop, et finalement gérer derrière les impacts négatifs. Aujourd'hui, les impacts négatifs sont tels qu'on ne peut plus se permettre de désynchroniser le discours et l'expérience. Donc, en gros, la communication aujourd'hui, enfin, en tout cas, les contacts qu'on crée à travers notre stratégie de communication, il faut la voir comme la première brique d'un parcours utilisateur et pas comme une finalité. Et surtout,
c'est un engagement dans le temps. C'est-à-dire que la démarche de communication, c'est aussi une promesse d'accompagnement dans l'expérience. Et là, on est évidemment en train de parler CRM, mais aujourd'hui, c'est l'intégration systématique du CRM, elle est nécessaire, mais surtout sur des nouvelles méthodes. Et aujourd'hui, on parle maintenant plutôt même de CXM, c'est-à-dire de Customer Experience Management. C'est-à-dire que c'est plus la relation entre guillemets financière qui est au centre de la transformation financière de l'optimisation financière du client qui devient importante, c'est la qualité de son expérience. Donc en gros, il faut toujours garder à l'esprit que si votre audience vous choisit, si un utilisateur choisit votre marque, il faut être à la hauteur. Parce que s'il est déçu, ben, il a vraiment les moyens de déclarer la guerre à la marque. Et ça, tout ce qui importe pour lui, c'est l'expérience avec vous. C'est pas ce que vous allez dire, c'est l'expérience. Donc, il y a une deuxième notion que je vais vous en partager trois en tout. Il y en a évidemment beaucoup plus, mais bon, à un moment donné, on a un temps limité, donc on va faire ce qu'on peut. Donc, la deuxième notion qui me paraît extrêmement importante, c'est la création d'une onde de communication. Donc là, je vais faire un petit pas de côté en parlant de la différence entre une particule et une onde. Une particule, c'est un élément qui existe dans un espace et qui est isolé. Une onde, et surtout dont la position, on peut la qualifier dans le temps et dans l'espace. Une onde, c'est quelque chose qui évolue constamment, qui est plus ou moins intense. Mais c'est quelque chose qui est régulier et qui se diffuse dans toutes les directions, sans qu'on ait forcément prévu la direction dans laquelle elle part. Donc concrètement, aujourd'hui, diffuser un message, une diffusion d'une campagne ou un message isolé sans suite, c'est comme envoyer une particule dans l'espace. C'est-à-dire que vous choisissez une direction, elle n'ira que dans cette direction, mais à un moment donné, enfin, il faut comprendre qu'il y en a des millions qui sont jetés et qu'elle sera complètement recouverte. Donc le volume d'informations diffusées, c'est ça qu'on va essayer d'adresser quand on crée une. Il est tellement volumineux que les campagnes en fait, ont de moins en moins d'impact, les campagnes isolées. Et là, je reviens sur la durée de vie des messages et très sincèrement, on n'y peut rien du tout. Il faut mettre en place quelque chose d'un petit peu, enfin en tout cas de mettre en place une démarche un petit peu nouvelle. Et donc c'est ce qu'on a appelé Londres. C'est ce qu'on a appelé Londres. Donc contrairement aux particules, donc c'est ce que je disais, l'onde va s'étendre dans le temps, voire ne jamais s'éteindre. Elle est censée installer quelque chose qui fera le lien entre les campagnes, entre les différentes campagnes au fur et à mesure de l'année que vous allez diffuser, et maintiendra un flux et un contact constant avec votre audience. Son intensité, elle, va varier en fonction de vos prises de parole. C'est-à-dire que si vous prenez si vous prenez la parole, par exemple, en télévision, vous allez créer une vague très, très importante. Mais derrière, il va falloir réguler et gérer ce qui va se passer derrière. Et surtout, quand il ne se passe rien pour vous, il va quand même falloir que vous mainteniez cette onde pour pouvoir la refaire repartir, etc. Et en gros, maintenir un contact constant avec votre audience. Donc là, je vous mets un exemple d'articulation de moyens pour une marque sur une année où voilà, on a une onde, elle s'intensifie, elle baisse, elle remonte en fonction de, évidemment, c'est la marque hein, qui la dynamise. Mais en tout cas, ça ne s'arrête jamais. C'est fini le temps où on faisait une campagne tous les 6 mois par saison et où on laissait le truc faire derrière. Il faut constamment dynamiser et il faut bien comprendre que votre campagne, aussi grosse soit-elle,
sera recouvert très, très, très rapidement. Donc déjà, il faut tuer l'idée du 360. Donc ça, c'est quelque chose qui a été ressassé, qui a été maintenant une quinzaine d'années. Mais ce concept-là met la marque au centre de l'initiative de communication. Et ça, c'est fini, c'est terminé. Aujourd'hui, ce qui doit être au centre de l'initiative de communication, c'est l'audience. Et c'est eux qui mettent le tempo. Et finalement, c'est eux qui choisissent des supports. C'est-à-dire que c'est eux qui vont choisir d'être sur Instagram ou d'abandonner la télé pour aller sur Netflix ou sur YouTube. Enfin, tout ça, ça n'incombe plus aux marques. La seule chose à laquelle les marques doivent faire attention, c'est l'audience, ses attentes et le type de relation qu'on souhaite installer avec elles. Donc aujourd'hui, il y a un objectif transversal qui devrait, à mon sens, faire partie de l'ensemble des stratégies de communication et stratégies de moyens. C'est que chaque initiative de communication doit avoir pour but également d'alimenter l'onde et de maintenir le contact avec l'utilisateur. Donc chaque campagne, chaque message doit être conçu de manière empirique en fonction des résultats de ce qui s'est passé sur la campagne précédente pour constamment alimenter la relation, l'améliorer ou la faire évoluer. Et évidemment, il y a une stratégie de moyens derrière. Et cette stratégie de moyens également, donc on est en train de parler d'achat d'espace, on est en train de parler de mise en place de structures de communication, de management des équipes, toute cette stratégie de moyens, il y a un but transversal qui est de maintenir l'onde en vie. Donc le maintien du contact, c'est le seul moyen de construire à chaque prise de parole une réputation et une influence. Donc aujourd'hui, ce ne sont plus les messages qui restent dans la tête des gens. C'est la relation qui est installée. Donc, ça peut être une relation très commerciale. Dans ce cas-là, on va dire que c'est une relation extrêmement distante. Vous avez besoin de moi, j'ai un produit qui correspond à vos attentes, je vous l'envoie. Donc, cette relation commerciale, évidemment, elle doit bien se passer. La livraison doit bien se passer, le produit doit correspondre aux attentes, etc. Donc, ça, c'est une relation qu'on va appeler distante. Et il y a des relations qui sont beaucoup plus pointues où derrière le produit, et là, je vais prendre Apple comme exemple, il y a toute une traîne de services qui vont entrer en ligne de compte. Donc là, je suis en train de parler de l'App Store, je suis en train de parler de tout l'écosystème de services Apple Pay, où là, la marque va non seulement, son but ultime, c'est de vendre du produit, ça va être de vendre des téléphones, des tablettes, mais concrètement, la relation que vous allez installer avec Apple va être tellement forte que finalement, vous aurez du mal à aller chez quelqu'un d'autre. Et finalement, le rapport que vous avez avec la marque n'est plus un rapport commercial, mais est devenu un rapport totalement affectif. Apple, avec cette stratégie, est tout simplement l'entreprise la plus valorisée dans le monde. Avant, c'était des industries, avec des relations beaucoup plus distantes. Donc, la dernière notion que j'aimerais partager avec vous, c'est l'émergence de ce que nous appelons, et donc ce n'est pas un terme qui s'est diffusé, donc le chercher sur Internet ne servira pas à grand-chose, parce qu'on n'est pas encore assez influent pour ça. C'est la notion de moment marketing. Donc, si la durée de vie des messages n'est que d'une semaine, eh ben, il y a quelque part, il y a une partie de notre stratégie de communication qui doit nous emmener vers la conception de campagnes qui ne dureront qu'une semaine. C'est bizarre à concevoir. Donc, en gros, le postulat, c'est qu'en essayant de faire perdurer un seul message sur plusieurs semaines, notre impact décline inexorablement dans le temps. Bon, ça paraît assez classique, mais
je vais vous remettre en tête la manière dont ça fonctionnait et dont d'ailleurs la quasi-totalité de nos moteurs fonctionne encore aujourd'hui. Donc la technique classique, elle est de marteler un message très fort au début, avec une grosse campagne de lancement, et d'opérer des rappels derrière, régulièrement. Concrètement, ça réduit une stratégie qui peut être à l'origine créative parce que la campagne est très belle, parce que le message est extrêmement bien conçu, que la fabrication, le film télé, l'affiche est magnifique, mais ça réduit en fait une stratégie créative en une stratégie média, c'est-à-dire que les achats d'espace vont être plus optimisés à une certaine période, donc du coup, on va sauter dessus et puis on va diffuser un message. Au lieu de le diffuser sur 45 secondes en télé, on va le diffuser sur 10 secondes. Un petit spot, rappel. Ça marche très bien en termes de notoriété. Encore une fois, marteler fort, marteler les grands médias, ça marche très bien en termes de notoriété, mais il y a une réalité, c'est qu'au fur et à mesure des campagnes rappel, que les campagnes rappel s'accumulent, l'impact décline. Et on finit par arrêter la campagne et dire, bon, c'est bon, on est arrivé au bout, ça y est, on doit concevoir un nouveau message et repartir peut-être sur une nouvelle campagne, etc. Donc, je ne dis pas qu'il faut arrêter de le faire. Hein. Ce n'est pas du tout ça mon propos. Je dis surtout qu'à un moment donné dans sa stratégie de communication, il faut aussi savoir abandonner l'idée de maintenir un message en vie. Parce qu'en fait, on n'y arrive pas. On n'y arrive plus. Et dans ce cas-là, on entre dans une dynamique de création et de diffusion de plusieurs messages successifs. Alors, ça ne veut pas dire de diffuser des messages qui sont aux antipodes les uns des autres, hein, loin de là. Hein. Il faut que tout ça soit cohérent. Mais là, en faisant ça, on passe d'une stratégie média, principalement, où la majorité des investissements se fait, où la majorité des investissements se faisait sur l'achat d'espace, l'achat d'audience et la stratégie de médias, vers une stratégie créative où on va plutôt superposer des messages et des contacts et à chaque fois les renouveler. Et l'audience, elle, va se créer autour de nous. Et bon, il y a la notion d'influence, évidemment, et puis il y a la notion d'adhésion à la démarche, la notion comportementale dont je parlais tout à l'heure, qui vient s'articuler autour. Donc cette dynamique, nous, on l'a appelée moment marketing. Et c'est une manière d'aborder sa communication comme une succession infinie de mini-événements de marque. Donc c'est de la création de moments successifs, évidemment fortement marketés, fortement packagés, totalement orchestrés, sur une période très courte. C'est des actions marketing qui sont évidemment beaucoup plus faciles à déployer, puisque en une semaine, on n'attend pas que les choses se diffusent sur tous les médias. Donc c'est plus facile à déployer, c'est beaucoup plus opérationnel comme manière de fonctionner, c'est beaucoup plus véloce, et ça permet à la marque de reprendre la main sur un calendrier. Parce qu'aujourd'hui, les marques ne font que réagir par rapport aux événements. Et leur calendrier de communication, et en tout cas, ce calendrier a énormément d'importance si on admet l'idée qu'on veut installer une onde avec notre audience. C'est-à-dire qu'il va falloir ponctuer la relation avec des événements et régulièrement. La contrainte, énorme, mais qui rend aussi tout le concept intéressant, c'est la multiplication des prises de parole, la multiplication des mini-événements. Je vais vous donner un exemple de ce qui se passe en ce moment chez Nike. On est bien d'accord que vous voyez rarement des campagnes de publicité Nike à la télé. Évidemment, quand bon, il y a l'Euro qui va commencer là, donc j'imagine qu'ils vont profiter de ce carrefour d'audience. Il y a évidemment les Jeux Olympiques, il y a évidemment tous les grands événements sportifs qui sont vraiment des carrefours captifs pour eux, puisqu'on est en train de parler de sport. Mais concrètement, sur la dimension sociétale, la dimension de Nike, parce qu'aujourd'hui, ce ne sont pas les sportifs qui font la richesse de Nike, c'est plutôt tous les fans de mode
vous voyez que jamais ils communiquent sur les grands médias à leur attention. Et en fait, dernièrement, ils ont mis en place une stratégie marketing qu'ils ont appelée les Quick Strike, qui est extrêmement intéressante et qui illustre très très bien ce que nous apprend le moment marketing. En gros, eux leur objectif, c'est de vendre un maximum de chaussures, de modèles. Donc là, sur des modèles premium, ils sont fixés comme objectif d'en sortir le maximum en une semaine. Donc, en gros, le scénario, c'est il n'y a aucune date d'arrivée en magasin qui est annoncée. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune démarche marketing ou de communication en amont. Ils prévoient une date de manière très avec leur réseau, mais rien n'est communiqué et tout est gardé secret. Quelques jours avant l'arrivée des produits en magasin, là, il y a des influenceurs, donc des sportifs, des stars, qui vont commencer à diffuser du contenu à propos de ce modèle premium. Donc, ça peut être par rapport au partenariat, à la collaboration artistique, ça peut être par rapport à la technicité du produit, ça peut être sur énormément de sujets différents. C'est du contenu produit, mais qui n'est pas diffusé par Nike, qui est diffusé par les influenceurs de Nike. Et évidemment, les réseaux sociaux sont impliqués là-dedans. Le jour de l'arrivée en magasin, là, il y a une campagne qui se met en place, quasiment que sur les réseaux sociaux, avec tout ce qui a été pris, tout le bénéfice de la campagne d'influence mise en amont. Et souvent, c'est les magasins qui vont communiquer sur… donc, c'est de l'ultra ciblage de proximité, et c'est les magasins qui vont communiquer. Mais en réalité, c'est Nike qui orchestre la campagne derrière. C'est-à-dire que ce n'est pas Nike qui signe, c'est les magasins, mais c'est Nike qui orchestre. La semaine se passe, évidemment, les ventes explosent, c'est un pic énorme. Et à partir de la fin de la semaine, on commence à voir quelque chose qui est dingue, c'est-à-dire qu'on a vu quelque chose de monter très, très, très rapidement, avec une intensité très, très forte. Et là, Nike, au lieu de s'appuyer là-dessus, s'arrête complètement. C'est-à-dire qu'on dirait qu'elle éteint le moteur. Et à ce moment-là, vu que les stocks s'amenuisent, vu qu'il y a une sorte de, je dirais pas de manque de contenu, mais en tout cas, il y a un intérêt qui n'est pas nourri, qui n'est plus nourri par la marque, et bien là, on a ce qu'on appelle l'UGC, c'est le User Generated Content, c'est le contenu généré par les utilisateurs. Et là, on va avoir émergé sur Facebook, sur WhatsApp, sur tous les réseaux sociaux, là, je revends ce produit qu'on ne peut plus trouver. Là, on peut encore trouver ce produit à cet endroit-là. Et là, il y a un effet boule de neige qui se met en place. Et ça, Nike le met en place quasiment tous les mois, et même de manière encore plus rapide maintenant. C'est toutes les 3 semaines, un mois. Et à chaque fois, ils remettent en place une nouvelle dynamique extrêmement créative de communication et l'accompagnent jusqu'en magasin, le scénarise, etc., etc., etc. Le concept, là, il est total et il est redoutable en termes d'efficacité. Donc aujourd'hui, le moment marketing, c'est pas une dynamique dans laquelle on doit totalement rentrer, hein. C'est-à-dire que c'est, je dirais, une dynamique additionnelle par rapport à d'autres choses qui marchent et continuent de marcher, et peut-être des anciennes méthodes qui continuent de marcher et qu'il ne faut évidemment pas abandonner à partir du moment où on a des résultats. Mais c'est intéressant de structurer ses ressources, de se préparer à ça. C'est-à-dire que les ressources donc, financières et humaines, il y a un moment donné, il faut pouvoir se mettre en position de pouvoir miser sur la création, sur l'innovation, ça fait partie de la création, miser sur l'orchestration, c'est-à-dire passer du temps à scénariser les choses, à préparer les choses, à imaginer comment l'audience va réagir, comment on va orchestrer leur expérience, hein, en gros, et miser sur la multiplication et la succession de ces mises. Évidemment, il y a une dimension opérationnelle et tactique qui est énorme là-dedans, moi qui me paraît extrêmement intéressante, hein, évidemment. Pour réussir à rester à chaque fois dans une dynamique héroïque. C'est-à-dire, vous créez un événement, tout de suite, on mesure les résultats,
On voit si ça a été rentable. Ça a été rentable? OK, bon, bah, qu'est-ce qui peut le rendre plus rentable? Ou ça n'a pas été rentable? Bah, ce genre de mini-événements, on les oublie immédiatement et le mois d'après, on en crée un nouveau. Et on reste dans une dynamique de création, une dynamique créative extrêmement véloce. Donc, OK, cela ne dure qu'une semaine, mais c'est votre semaine. Et si vous arriviez à un moment donné à créer un contact régulier avec votre audience, ou tous les mois ou tous les 2 mois, vous arrivez à créer votre semaine, là, on est en train de rentrer dans un calendrier. On est en train de rentrer dans la gestion du nombre et vous êtes en train de rentrer dans une création d'influence à travers la relation que vous mettez en place avec et le contact régulier que vous mettez en place avec votre audience. Donc voilà, j'en ai fini avec ces 3 notions. Donc, je vais essayer de conclure et d'ouvrir un peu le sujet. Donc, OK, les réseaux sociaux donc, ont déjà changé de manière radicale le comportement de nos audiences. Nous, on l'a admis. Ce n'est pas forcément le cas de l'ensemble des annonceurs. Donc, il y a encore du chemin à faire en termes de compréhension et je dirais presque d'évangélisation du sujet. Il faut comprendre que cela va encore s'accentuer. Hein. Et même, ça risque encore de changer et de basculer vers quelque chose d'autre. Aujourd'hui, en France, on est, j'ai commencé mon introduction comme ça, on est à 50-50 entre le digital et les grands médias. Et on se dirige clairement vers un 80-20. C'est-à-dire que l'accélération qui nous a passé de 5 à 52, 55 en 10 ans, il n'y a aucune raison pour qu'elle s'arrête. Et il y a une manière d'essayer d'imaginer ce qui va se passer demain, c'est en allant sur des marchés qui sont plus avancés que nous sur certains points. Et notamment en Chine, si vous allez étudier un peu comment se comportent les marques en Chine et les dispositifs qu'ils mettent en place là-bas, vous pouvez avoir l'impression de faire un petit voyage dans le temps et vous dire ce qui va se passer chez nous dans 2-3 ans. Et aujourd'hui, certaines grandes marques, donc vous parlez de grandes marques qui investissent des dizaines de millions en communication, des centaines de millions en achat d'espace, en tout cas dépensaient, sont passés à du 100-0. C'est-à-dire que c'est la totalité de leurs investissements marketing qui sont dirigés vers le digital, le numérique. Donc, elles ont purement et simplement arrêté les grands médias. Et aujourd'hui, leur investissement, il est réparti aussi dans une règle assez intéressante de 80-20. Mais cette fois-ci, c'est 80% investi dans le social et dans l'influence et 20% dans la performance, c'est-à-dire le search. Donc, l'émergence de l'influence et l'achat d'influence, de la macro-micro-influence, c'est quelque chose qui est encore petit chez nous, qui émerge au niveau théorique, mais qui là-bas est devenu une vraie source de business. Donc voilà, c'est juste pour dire qu'on n'a pas fini de devoir s'adapter de manière générale. Voilà, merci beaucoup. Je repasse la main à Henri. Merci Nao. Alors on va se remettre tous en visio classique. Hop, voilà. Je vais tâcher de... Si tu pouvais, Nao, juste suspendre ton partage d'écran, on va retomber sur... Et on va se garder un petit peu de temps pour les questions et les réponses. Merci beaucoup, Nao. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ce que vous venez d'entendre? Alors, c'est vrai que parfois, ça peut sembler aussi un peu éloigné de nos préoccupations quotidiennes, mais il était important, effectivement, de comprendre quelle pouvait être notamment l'influence des réseaux sociaux et du digital sur en fait, le cycle de la relation que l'on a avec nos clients, finalement, à quelque niveau que l'on soit.
Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'ai retenu un certain nombre de choses, mais si vous avez des questions, je vous laisse les poser. Personne. Le monde a été séché par ton intervention, Nao, là, pour le coup. Oui, excusez-moi. Ah, allez-y. Nao, félicitations pour cette intervention, d'abord. Et il y a quand même deux choses qui m'ont interpellé. La première, est-ce que tu aurais, ta campagne NAC, c'est très pertinent, mais est-ce que tu as des chiffres à nous fixer, à nous donner, premièrement? Ah, Ouais, je demande la réactivation. Ah, excusez-moi. Ouais. Des chiffres par rapport à quelle partie campagne Nike, exactement? Je crois qu'on n'a pas entendu votre question, monsieur Andelot. Alors, ma question était, Noah, alors je réitère, Noah, tout d'abord, félicitations pour cette intervention. Ouais, Ma question, merci. j'ai deux choses. Ma question, c'est est-ce que tu as des chiffres, on va dire, économiques à nous donner sur les retours de Nike, sur la campagne que tu nous as citée? Alors, des chiffres économiques, évidemment, c'est un petit peu compliqué, puisque vous imaginez bien que Nike ne communique pas ce genre de choses. Mais par contre, enfin voilà, il y a des indicateurs qui sont plutôt sociaux. Enfin, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais aujourd'hui, il y a des problèmes carrément dans la rue, autour des magasins qui reçoivent ces quick strikes de Nike, Mhm. où ils sont obligés de faire de la sécurité dans la rue tellement il y a de monde qui attendent à l'ouverture des magasins pour, euh, pour bénéficier de ces quick strikes. Et, D'accord. donc, non, je n'ai pas de chiffres exacts et je vous remonte un phénomène qui est analysé selon un certain prisme. Parce Mhm. que, bon, évidemment, je suis dans la cible. Je suis très intéressé par les baskets, je suis très intéressé par toutes ces choses-là. Mais concrètement, je trouve leur succès assez incroyable et toutes les marques concurrentes en fait, du secteur, quand on peut dire concurrents, en tout cas qui essayent de talonner Nike, sont en train d'essayer de les imiter. Donc, D'accord. concrètement, je pense qu'au niveau business pur, euh, ça doit avoir un impact assez significatif. En tout cas, je ne suis pas sûr, évidemment, que ça surpasse la grande distribution, etc. Et Ouais. même, je ne pense pas du tout. Par contre, je pense que la montée en puissance de la rentabilité de ce genre d'opération fait qu'ils sont en train d'appuyer très, 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 très fort. Et les concurrents aussi en ont intention. Donc, ce n'est pas juste D'accord. une question d'image. Mhm. La deuxième chose, ou c'est plutôt un avis que je ne partage pas tout à fait, c'est que vous dites que le 360 va disparaître. Nous sommes ici plusieurs acteurs de événementiel, mais je pense Ouais. que tout ce qui est événementiel et notamment certaines techniques comme le street marketing ne disparaîtront jamais. Leur avantage, c'est qu'on va toucher directement, on va au contact des gens, on leur montre de l'échantillonnage, on leur montre des choses directement et ça restera toujours. Prenez un exemple, la caravane du Tour de France. Même si aujourd'hui le nombre de marques a certainement été réduit du fait de ce qui se passe, mais ça reste toujours parce qu'on va palper les produits. Et quand on palpe un produit, on voit quelque chose de réel et de concret. Et là, on voit qu'il y a un retour sur investissement derrière. Et c'est Oui, souvent tout ça. à fait. Mais je suis, en fait, le fait que je veuille tuer l'idée du 360, c'est un mécanisme très intellectuel. C'est-à-dire que il n'est pas du tout question d'arrêter de faire de l'événementiel. Il n'est pas du tout question de créer une expérience dans la vie réelle avec les utilisateurs. Et bien au contraire, la notion d'intégration de l'expérience par la marque, elle accentue cette idée-là. Par contre, la manière dont on conçoit nos événements, la manière dont on conçoit, par exemple, la manière dont on va échantillonner des produits sur la caravane du Tour de France, là, on a le droit de repenser la manière dont on va le faire. Et, euh, et, et abandonner l'idée du 360, c'est de se dire, ne plus se concentrer juste sur, bon, j'ai un nouveau produit, je le lance, donc je vais l'échantillonner, je vais le lancer dans la foule. C'est plus juste ça. Okay. C'est plutôt de se dire, OK, mon audience, qu'est-ce qu'elle attend? Bon, évidemment, elle va attendre qu'on lui fasse des cadeaux parce que ça fait partie
de l'expérience dans la caravane du Tour de France, de revenir avec des entre guillemets cadeaux. Mais également, si on lui amène une nouvelle marque ou un nouveau produit, qu'est-ce qui va se passer derrière? Qu'est-ce qui se passe derrière? Quelle est la proposition de valeur que c'est le fait que j'ai cet objet dans les mains? Qu'est-ce que ça va amener derrière? Et c'est la construction de cet après qui est intéressant parce qu'on n'est plus en train de se contenter de juste échantillonner, c'est-à-dire faire un geste de la main et lancer des produits, mais on se préoccupe de ce qui va se passer derrière dans l'expérience de l'utilisateur avec le produit qu'on vient de lancer. Voilà, c'était ça, la Tuel 360. C'est juste de déplacer le centre de préoccupation au moment de la conception et la création des campagnes. Alors, peut-être l'exemple était mal pris. Je vais prendre plus, parce que je fais ce genre d'opération, mais plus pour la grande distribution. Et quand vous arrivez, que vous présentez un produit clairement et que vous le voyez en direct, généralement, ça marche. Aujourd'hui, les animations de points de vente, quand vous mettez des choses concrètes et réalistes, je prends par exemple une animation avec un chef cuisinier, généralement, quand il fait une recette devant vous, derrière, les gens ils vont aller vers les rayons qui sont concernés et ça développe les ventes. Ça reste, ce sont des choses qui resteront toujours. Je pense qu'il faut savoir concilier les réseaux sociaux et le web marketing et à la fois l'événementiel physique. Mais c'est exactement ça. Mais vous savez que l'exemple de Nike, c'est ça. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la concrétisation, elle est physique. La confrontation à la marque, l'ultime expérience, elle reste physique. Et on ne doit surtout pas rester dans l'idée que l'aboutissement même d'une démarche à travers des réseaux virtuels n'est pas le physique. Et je pense même que ce que vous évoquez, ça va s'accentuer. C'est-à-dire que on va se servir du digital pour essayer de diriger de l'audience vers des points de vente. Mais que l'objet de la communication, c'est plus finalement de juste gérer la direction de l'audience, mais c'est aussi de se préoccuper de ce qui va se passer dans un point de vente. Donc, je pense que quand vous parlez d'animateur, je pense que demain, on ne dira plus allez goûter tel ou tel produit directement au magasin. Peut-être qu'à ce moment-là, on fera plutôt le marketing de la personne qui sera en magasin, de l'expert qui sera en magasin, pour dire venez rencontrer cette personne. Voilà. Donc, et d'où peut-être, si je me permets, d'intervenir aussi avec l'outil qui est le marketing omnicanal, chose qu'on n'a pas forcément soulevée à ce jour. Je me permets merci pour l'intervention. Le marketing omnicanal et puis le marketing sensoriel. On parle de goût, on parle de tout ça, et puis l'émotion qu'on peut aussi transmettre par le marketing et la communication. Alors 360 degrés, moi je suis plutôt pour 360 degrés parce qu'on parle d'humain avant tout. On propose un produit marketing packagé, que ce soit de l'humain, de la création de valeur ou de la chaîne de valeur dans quel domaine dans lequel on peut se présenter. Mais néanmoins, l'émotion restera l'émotion et peut-être la mettre en place avec aussi des études de persona. Voilà. Pour le outbound marketing, pour faire effectivement transformer nos leads en clients potentiels. Donc, il y a toute cette démarche-là, déjà, peut-être en stratégie globale à réfléchir pour créer de la valeur et toutes ces possibilités qui permettront de continuer à vendre nos produits, quels qu'ils soient d'ailleurs, à ce sujet. Mais vous voyez, c'est assez compliqué quand même parce qu'il y a énormément de notions. Vous parlez d'outbound marketing, on parle de CRM d'un côté, on va parler de génération de leads, on va parler de… Enfin, tout ça, il faut comprendre, enfin, en tout cas, il y a un moment, on est obligé de se faire une idée de quel fil directeur on suit. Et en fait, ce fil directeur, c'est ce que j'essaye d'expliquer avec l'idée d'onde et l'idée aussi de parcours utilisateur, c'est de se dire que qu'on fasse de l'outbound marketing ou qu'on fasse du CRM ou du CXM, en fait, c'est exactement la même chose. C'est peut-être pas les mêmes outils, c'est peut-être pas les mêmes notions à la base quand on réfléchit, mais on fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on essaye d'accompagner une expérience de marque et de la tracer. Et on ne la fait pas d'un point de vue de marque, on l'a fait d'un point de vue de l'audience. C'est-à-dire que est-ce qu'il a été content, est-ce qu'il n'a pas été content? Et ça va conditionner ce qui va se passer derrière, la relation que vous avez avec telle ou telle personne. Et l'ultra-ciblage, aujourd'hui, nous permet ça. Donc, et vous parliez d'émotion, mais oui, enfin, l'émotion, c'est
c'est même ce qui cause tous les problèmes d'aujourd'hui. C'est-à-dire que la recherche de l'émotion et la réaction émotionnelle, c'est la chose que les organisations ont le plus de mal à gérer. Et pourtant, c'est comme ça que notre société fonctionne, dans l'instant et dans l'émotion. Donc, évidemment, la création d'expérience, elle doit intégrer le facteur émotionnel, mais fois 1000. Et si vous arrivez à créer ça avec vos clients, c'est que vous êtes tout simplement sur la même longueur d'onde qu'eux. Ok, merci, c'était très bien. Ok. Merci beaucoup, Nao. Je vais essayer juste, si vous le permettez, de traduire, en tout cas, moi, la perception que j'ai eue de ton intervention, la durée de vie du message. C'est assez terrible, finalement, de considérer aujourd'hui, mais c'est un constat, finalement, qui est celui de la réaction des audiences au travers des réseaux sociaux, qui est en fait une façon de comprendre comment fonctionne l'audience. La durée de vie du message, une semaine aujourd'hui, alors c'est vrai sur les réseaux sociaux, c'est moins vrai sur les campagnes que tu évoquais, dites de notoriété. C'est vrai que là, on est en train de ce que tu nous as dit, il y a un flux constant en fait qu'il faut entretenir systématiquement, et de nouveautés, et d'informations, juste parce que l'audience, et finalement, quel que soit le moyen, et ce que vous évoquiez, M. Rondelot, sur le street marketing, finalement, n'est pas étranger à ça. C'est aussi un moyen d'entretenir finalement sa relation à une cible. Alors, elle est encore plus personnalisée sur les réseaux sociaux, mais elle n'est pas forcément moins personnalisée ou peut-être un peu moins ciblée, mais pour autant, le street marketing reste un complément aussi, finalement, à ce qu'on peut mettre en place sur les réseaux sociaux. Mais oui, effectivement, nous sommes aujourd'hui dans une surabondance de messages. Nous sommes inondés d'informations, de sollicitations, et finalement, ben voilà, il faut se renouveler sans cesse. C'est ce que je retiens finalement de ce que tu nous as exposé. Vas-y. Je vais prendre un exemple et prendre appui sur la campagne Tour, puisqu'on a appliqué certains des préceptes sur la campagne Tour l'inattendu, où c'est principalement de l'affichage. Ouais. Donc, c'est principalement un média qu'on va dire un petit peu traditionnel, mais par contre, la manière d'aborder la campagne de communication, pour ceux qui sont baladés dans le métro et qui ont été confrontés à cette campagne, en fait, la campagne a eu plus de 20 déclinaisons créatives. Ce qui fait que, en fait, l'accumulation des messages, parce que quand vous passez dans un couloir de métro, vous avez X affiches. La manière dont vous accumulez les messages, elle est similaire à un scroll, on va dire. C'est-à-dire qu'une affiche et un message recouvrent l'autre. Le fait d'avoir une campagne qui, bon, évidemment, graphiquement, a une certaine unité, mais qui varie les messages dans le temps de manière finalement aussi très rapide et les accumule sur un parcours, nourrit l'idée que je vous ai exposée aujourd'hui. C'est-à-dire que pourquoi, si on n'avait fait qu'une seule affiche, aussi belle soit-elle, les gens s'en seraient lassés extrêmement rapidement. Le fait de la décliner, c'est pour ça que je parle de stratégie créative, donc c'est beaucoup plus exigeant. Ça nous donne l'occasion, avec notre audience, de être dans leur jeu. C'est-à-dire que, bon, ok, le message ne va pas durer longtemps, on va vous en mettre plusieurs, comme ça vous avez le choix de les appréhender les uns après les autres. Merci en tout cas pour cette illustration justement sur quelque chose que l'on connaît d'autant plus. J'avais moi aussi deux autres choses. Bon, là, on a parlé beaucoup des réseaux sociaux, puisque finalement, les statistiques que tu nous as annoncées le prouvent ou le démontrent, en tout cas, que le chemin va vers, pas l'abandon des grands médias, mais en tout cas une bascule véritablement majoritaire vers les réseaux sociaux. Parce que c'est le moyen rapide, efficace, soit de se prendre une claque, soit de comprendre comment réagit en fait l'audience que l'on souhaite, à qui on souhaite vendre un produit finalement, une destination, des chambres d'hôtes, un hôtel, une prestation. Ça ne veut pas dire forcément non plus, on est bien d'accord, qu'il faut abandonner les autres types de moyens de communication. On parlait d'événementiel, c'en est un, tu as répondu tout à l'heure. Non. Il ne faut pas non seulement pas les abandonner, parce qu'il y a quelque chose qui est assez fondamental, c'est l'efficacité. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui marchent aujourd'hui, il faut les continuer, évidemment. Par contre, dans la manière dont on appréhende les concepts, on peut évoluer. C'est là où c'est beaucoup plus élastique. C'est-à-dire que quand on conçoit une campagne de communication, soit on la conçoit que pour le grand média,
c'est-à-dire qu'on ne fait qu'un spot télé et on ne pense pas à ce qui va se passer derrière. Soit on élargit un petit peu le concept et on s'assure qu'il soit totalement déclinable. Okay, donc, on n'est pas encore arrivé à l'ère, je prenais comme exemple la Chine, pour dire que voilà, on est en train de s'inscrire dans une tendance. Malgré tout, on a des spécificités culturelles, notamment, je vais vous donner un exemple, la télé aujourd'hui s'en sort plutôt encore pas trop mal en France, alors qu'aux États-Unis, elle est en train de se faire la mine. Donc, il y a des spécificités culturelles aussi qui vont faire que, voilà, on a encore le temps, mais il y a tous les éléments qui sont de l'ordre qui sont élastiques, c'est-à-dire la conception des campagnes, la répartition des budgets, la structuration des équipes, la manière dont on aborde, de manière générale, la manière dont on aborde le sujet de la communication, celui-là, il peut changer. Et je tiens à préciser quelque chose, c'est-à-dire que j'ai pris appui sur les réseaux sociaux parce que c'est un phénomène de société. Mais je ne fais pas du tout l'apologie du média réseaux sociaux. C'est juste pour dire l'audience, elle a changé à cause d'eux. Dans le bien ou dans le mal, hein. Enfin, je pourrais en parler des heures de ça. Mais je ne dis pas du tout qu'il faut aller communiquer que là-dessus. Hein. Loin de là, même. Je pense que la véritable expérience, elle ne se situe pas derrière un écran. Il ne faut pas oublier que chaque canal est complémentaire et qu'il faut savoir l'adapter. Je vais vous prendre un exemple. Par exemple, on pourrait faire pour un lancement automobile, on peut faire en amont toute une campagne sur les réseaux sociaux et derrière faire un véritable événement physique en succursale. D'expérience, moi je l'ai vu, mais quand on fait un tel événement physique, généralement il y a 4-5 véhicules qui sont vendus, qui amortissent déjà l'opération le soir même de l'événement. Et derrière, le lendemain, vous avez les ventes qui suivent. Mais d'ailleurs, on peut concilier les deux. D'ailleurs, l'exemple des Days qu'organisent tous les constructeurs automobiles de manière à créer du drive to store, c'est en quelque sorte l'entrée également dans du moment de marketing. La différence, c'est qu'aujourd'hui, les constructeurs ont tendance à n'adresser que des gens qui sont, puisque le marché est fortement dynamisé par les subventions. Et donc forcément, on a un peu l'impression que c'est une démarche très promotionnelle. Mais en réalité, s'ils se mettaient à faire des événements beaucoup plus créatifs et plus tournés vers l'intérêt de l'audience que sur leur aspect promophile, on serait exactement dans ce que je décrivais avec les Quick Strike de Nike. Hein. C'est-à-dire que vous voyez la multiplication des journées, de ces journées dites portes ouvertes dans ces enseignes-là, c'est exactement ça. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Plus de masse, mais vraiment après inviter les clients, le public et les faire venir découvrir, essayer et effectivement ensuite passer à l'acte de vente. Et je dirais même plus, dans les agences, il y a toujours une guerre entre l'image et l'efficacité. Et en fait, les commerciaux vont demander exactement ce genre de communication, pendant que des créatifs stratégiques vont dire non, il faut élever la marque et tout. Ben, je pense que justement, c'est de la totale réunion des deux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est la promesse d'une expérience peut-être sur laquelle on doit communiquer. Et le travail de l'expérience également fait partie de la démarche globale qu'on doit adopter. Donc oui, la complémentarité des médias, je signe à 200% avec ce que vous avez dit. Il faut juste correctement les choisir et correctement les pondérer. Bien sûr. Et surtout, se concentrer énormément sur l'expérience créée et promise. Nous sommes d'accord, effectivement. Donc, tenir la promesse, en fait. Alors, il faut tenir la promesse. Mais ça a l'air de rien, mais quand à une époque, la communication, c'était soit maquiller quelqu'un pour qu'elle soit plus présentable ou brouiller l'eau pour pas qu'on voit le fond. Si c'était comme ça qu'on voyait la communication dans les années 90, aujourd'hui, ça n'a absolument plus rien à voir. La communication aujourd'hui, pour moi, c'est la création d'une expérience. Très bien. Est-ce que, alors je vais être un peu trivial pour le coup, est-ce que finalement, parce qu'on a entendu le message finalement ne reste pas, ce qui va rester, c'est la relation, l'expérience, qu'il faut entretenir cette relation. Finalement, est-ce qu'on ne serait pas en train de s'apercevoir, alors c'est peut-être un grand raccourci, que finalement, le comportement, nous, quand on a quelque chose à vendre,
que ce soit une image, que ce soit un produit, finalement, est-ce qu'on n'en est pas à réinstaurer avec notre audience, notre cible, les relations qu'entretenaient il y a peut-être 20 ans les commerçants de quartier avec les habitants de ce quartier. C'est-à-dire que l'expérience, elle était immédiate. Hein, c'était bonjour, au revoir, le produit pas bon. L'expérience, elle se traduisait toujours, tout de suite. Et finalement, ce n'est pas tellement l'image qui prévalait sur le fait d'aller toujours dans la même boulangerie, c'est la relation et l'expérience du consommateur. Et dans sa relation, parce que quand quelqu'un n'est pas aimable, n'a pas vraiment envie d'aller le voir, si c'est pour aller manger du pain qui a le même goût que dans la boulangerie d'à côté, où la personne est aimable en plus. Donc finalement, on est en train d'élargir un peu la relation de quartier, quelque part. Est-ce que c'est un peu… exactement ça. D'accord. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et pourquoi ça évolue dans ce sens-là? C'est parce que ces nouveaux médias nous permettent l'ultra-ciblage. Et le fait qu'on soit rentré dans l'ère de la data fait qu'on arrive à tracer… Il y a une coupure. Oui, je disais, les médias, les nouveaux médias nous permettent ça aujourd'hui entre l'ultra-ciblage. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ah oui. Entre l'ultra-ciblage et l'enregistrement des données à propos des utilisateurs, les deux combinés nous amènent à pouvoir gérer exactement ce que vous dites, c'est-à-dire une relation ultra-personnelle qu'on pourrait appeler de quartier, mais avec des millions d'utilisateurs. C'est ça. Donc, le persona, ce qui a été évoqué notamment par Johan et Céline dans le chat, on parle de persona, c'est-à-dire alors, haute couture, je ne suis pas sûr qu'on y serait encore, Céline qui parlait de haute couture dans le chat, mais c'est ce vers quoi nous devons tendre, effectivement. C'est en tout cas de la couture sur mesure, c'est-à-dire de faire en sorte que l'habit aille le mieux à la personne à qui on l'adresse. C'est ça. Parce que c'est ce qu'ils attendent. Tout à fait. Pas parce que c'est bien de le faire. C'est-à-dire que n'importe quelle autre expérience qui le fera, même si votre message est meilleur et que vous aurez acheté plus d'affiches que les autres, si l'autre a fourni une expérience qui est plus sympathique, et ben, la fois d'après, ils iront vers l'autre. Donc, je dis pas que faire de la com, c'est bullshit, mais si la com n'intègre pas l'expérience, oui, ça peut être un faire-perte comme ça. Bon, bah écoutez, sauf à ce qu'il y ait d'autres questions, on va considérer que ce sera le mot de la fin, en tout cas. Est-ce que je peux intervenir une seconde, Henri? Oui, pardon, vas-y. J'avais levé le doigt. Merci Nao, c'était très intéressant. J'ai bien aimé cette présentation et cette notion d'onde de communication, je la trouve vraiment très intéressante. Mais en même temps, alors la notion d'expérience, bien sûr, mais en même temps, par exemple, sur le Quick Strike, on rejoint quand même des méthodes marketing qui sont anciennes, même si on les adapte à une nouvelle façon de s'adresser aux cibles par les réseaux sociaux, parce que la rareté des marques de luxe, en fait, on retrouve quand même c'est tout ce mécanisme. Alors là, on parle quand même moins de l'expérience, mais quand même un peu plus de la manipulation client, quand même, hein. Par rapport à ce que tu exprimais, on ne peut pas, aujourd'hui on n'est plus dans je te dis comment tu dois être, mais dans je te dis comment, je fais ce que tu, comment dire, je fais ce que tu attends de moi. Là, on manipule quand même un petit peu, hein, non? Oui, après il y a tout un débat éthique à avoir par rapport à tout ça. Même l'utilisation des réseaux sociaux dans la manière et dans leur fonctionnement, l'ultra-ciblage, la manière dont on va s'insérer dans l'émotion, dans le… Enfin, il y a tout un débat éthique, en effet, qu'on peut avoir. Mais enfin, voilà, nous, notre boulot, c'est le marketing. Donc, il y a un moment donné, il y a des critères d'efficacité qu'on suit. Maintenant, évidemment, si on a cette conversation de manière beaucoup plus personnelle et on commence à avoir d'exprimer ses positions, oui, il y a des choses qu'on peut juger comme étant de l'ordre de la manipulation. Mais vous savez que les 3 préceptes que je vous ai mis en avant dans la manière dont les réseaux sociaux ont réussi à installer leur succès, c'est d'un point de vue humain, c'est horrible, hein. Oui, mais moi, ce n'est pas du tout un jugement de valeur ou un jugement éthique, mais je dis qu'effectivement, on est passé à l'ère de l'expérience, et ça, c'est très intéressant, et effectivement, les réseaux sociaux le permettent d'autant plus, mais en même temps, avec des vieux ressorts. Là, c'est quand même des ressorts de marketing. Je t'appâte avec un truc qui va durer une semaine, c'est encore plus violent que ça ne l'était avant, quoi.
Alors, je ne sais pas si… Oui, ça a été coupé, hein, c'est ça. Hein. Non, non, mais oui, il y a une espèce de petit trouble, mais tout le monde est revenu. Donc, je sais pas si entendu, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une différence. Enfin, je suis obligé de faire la différence entre ce que je pense dans le fond en tant qu'homme et ce diffuser des solutions et des principes marketing efficaces. Évidemment, je m'appuie sur des choses qui sont contestables, mais voilà, c'est mon rôle aujourd'hui. Après, chaque marque a le droit de se comporter comme elle le souhaite. Et le type de relation qu'elle souhaite installer avec son audience, ben, c'est là où l'éthique reprend ses droits. Donc, ça pourrait être un prochain thème de débat, hein, l'éthique dans le marketing. Ah ouais, mais ça, c'est un sujet sans fond. Hein. C'est un sujet sans fond parce que c'est non seulement très différent en fonction des époques, mais c'est aussi très, très différent en fonction des territoires. C'est-à-dire qu'il y a un débat d'éthique marketing en Chine, aux États-Unis et en France. Vous allez arriver enfin ici, on va être à fond sur la liberté individuelle et la protection des données personnelles. Évidemment, en Chine, on va vous dire que c'est juste un non-sens de mettre ça au centre du débat. Et puis aux États-Unis, vous serez sur l'efficacité, quels que soient les moyens. Enfin oui, là c'est une discussion, mais là il va falloir prévoir carrément une journée entière pour en débattre et Ça peut être intéressant. Carrément. Moi personnellement, je suis assez passionné par tous ces sujets, mais un des gros inconvénients de ces réseaux sociaux, c'est le développement du communautarisme. Hein. Tout à fait, et le délitement de nos sociétés. Mais c'est parce que justement, il y a donc le deuxième précepte qui est de garder votre attention. En fait, on est soumis à des algorithmes qui vont nous servir finalement là où on est assez confortable intellectuellement. C'est-à-dire que si je vais regarder une vidéo complotiste, eh ben, on va me servir une vidéo complotiste, etc., etc. Et finalement, j'ai beau avoir exactement la même culture que mon voisin, mais en réalité, je me construis un univers qui est complètement différent. Donc, c'est un principe de délitement de la société. Un des grands principes du délitement de la société. Je dirais qu'il serait bon de revoir le film Bienvenue à Gattaca. Ça rappellera beaucoup de choses pour ceux qui l'ont vu. Tout à fait. Tout à fait. C'est un film que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître, M. Rondelot. Donc, on tâchera de diffuser en tout cas un petit pitch sur ce film de façon à ce que tout le monde puisse le retrouver et en tout cas l'appréhender et l'apprécier en tout cas. Mais la notion voilà, il y a un terme, je crois me souvenir, qui s'appelle rabbit hole. C'est le concept du terrier. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est rentré, par exemple, sur YouTube en regardant une vidéo, comme YouTube ne nous sert que des choses en fonction de notre consommation, eh ben, on se retrouve dans un terrier et en fait, on avance dans un tunnel. Donc, on a beau prendre le même point de départ que, par exemple, toute une nation, la nation française, on va dire, et ben, finalement, chaque Français aujourd'hui évolue d'une manière extrêmement différente à cause ou grâce de ces algorithmes. Culturellement, hein, j'entends. Juste pour compléter, pour ceux qui sont intéressés par cette thématique, il y a un documentaire qui a été sorti sur Netflix qui est assez intéressant, Derrière nos écrans de fumée. Vous pouvez regarder, assez contestable. Enfin, voilà, après, il faut prendre ce que vous souhaitez prendre, mais voilà, assez intéressant. Ouais, le documentaire est à charge. Voilà, il est à charge, mais il peut être aussi, enfin voilà, il explique quand même certaines… Mais ce point-là, en effet, est développé. Ouais, tout à fait. Ce point-là est extrêmement bien développé. Et je dis qu'il est à charge. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tort. Hein. Je dis qu'il est à charge parce qu'en fait, ils ne parlent pas de tous les bienfaits des réseaux sociaux, qui en fait, l'un des premiers fondements d'un réseau social. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Facebook est apparu, on a repris contact avec des gens avec qui on aurait totalement arrêté de dialoguer. Ça, enfin, c'est tout un tas de choses qu'on a tendance à oublier parce qu'on ne parle que de marketing et d'efficacité. Et notamment dans ce documentaire, c'est quelque chose aussi qui est de mettre de… C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas tout prendre. Mais c'est vrai qu'en termes de mécanisme, ils expliquent assez bien effectivement comment ça fonctionne. Tout à fait, tout à fait. Très bien. D'ailleurs, dans ce documentaire qui parle de rabbit hole, hein, ouais, ils en parlent, ils parlent aussi du scroll, enfin voilà, sur les notifications, enfin voilà, tous ces petits mécanismes, voilà.
C'est assez intéressant pour ce Tout sujet. à fait, tout à fait. Bien. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose cette fois-ci de conclure, parce que ça fait déjà un petit bout de temps finalement que nous sommes ensemble. Non pas que ce soit désagréable, comme quoi le sujet était intéressant. Et merci beaucoup, Nao. Moi, ce que je retiens de ce que tu nous as exposé, de ta vision, c'est que finalement, on en revient un petit peu de bon sens, même si on sait que la manipulation marketing, etc., finalement, perdure, mais perdurera toujours, parce que finalement, c'est juste le ressort des vendeurs, mais depuis la nuit des temps, depuis les ventes de bestiaux au centre des villages, qu'aujourd'hui, chez les vendeurs de chaussures des entreprises internationales. Donc finalement, les ressorts sont les mêmes. Après, c'est juste les armes dont on dispose pour le faire et les armes dont on dispose aussi pour s'en défendre, entre guillemets, quand tu parlais de tunnels. Mais pour autant, moi, ce que je retiens de l'analyse et de ta perception, c'est ça. C'est un retour un peu au bon sens. Le bon sens paysan qui consiste à dire, si je dis que je vais faire quelque chose, je vais le faire. Et si je te vends quelque chose, tu vas vraiment avoir ce que je t'ai vendu, y compris en amont. Quand on est en communication, en promotion, on dit, voilà, je vais te vendre ça. Je trouve que c'est assez vertueux. Alors, il y a toujours ces dérives, parce qu'on est sur des effets mondiaux, finalement, quelque part, ou des comportements qui sont beaucoup plus larges, mais je trouve que c'est assez vertueux, finalement, que le consommateur final, finalement, souhaite et exige ce qu'on lui a promis. Ça, c'est un premier point. Alors, c'est vrai que ce que tu nous as enseigné ou ta perception sur la durée du message, pas forcément super rassurante, parce qu'on a déjà tous l'impression parfois que la vie va vite. Là, en fait, elle risque de s'accélérer, en tout cas, où le mécanisme de pensée doit s'adapter justement à cette rapidité. Exactement. Que les moyens ne seront pas forcément mis au même endroit, que les ressources ne seront pas forcément mises au même endroit. Quand on fait un peu de communication, qu'on soit agence événementielle, hébergeur, ou acteur, en tout cas économique à un moment donné, ou même institutionnel, on va peut-être avoir un déplacement des ressources. Il y a peut-être des énergies et des nouveaux métiers qui vont apparaître là où on ne pensait pas qu'ils devraient apparaître. Donc, de toute façon, c'est comme ça se passe. Donc, il va falloir s'adapter et en tout cas tirer le positif de tout cela. Ça, c'est ce que j'appelle les facteurs élastiques. C'est-à-dire que chaque personne a la possibilité de rentrer de plein pied là-dedans. Ce n'est pas très compliqué, comme vous dites, c'est juste du bon sens. Qui commence par la relation client et l'entretien de cette relation. S'il n'y a plus d'intervention ou d'envie, de mots, il nous reste à remercier une fois encore Nao, son complice Benoît aussi, de l'agence 76, du studio 76. Et puis, messieurs, merci beaucoup de nous accompagner encore dans la poursuite de cette aventure sur la campagne L'Inattendu.